le 30 mai dernier, suite au décès tragique de celle qu'on appelle maintenant au Québec la petite fille de Granby, une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a été créée. Une commission spéciale qui te tient particulièrement occupé, André Lebon, donc en tant que vice-président de cette commission spéciale-là. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel qui est vraiment très riche? Comment tout ça t'a amené à être vice-président de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse? La commission, pour moi, c'est l'aboutissement de 50 ans de pratique où j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du travail terrain auprès de jeunes délinquants. J'ai fait de la consultation dans toutes sortes d'enjeux organisationnels qui concernent les services d'aide aux jeunes et aussi en milieu autochtone et aussi en milieu santé mentale. J'ai fait un passage aussi à un moment donné dans ma carrière vers la petite enfance parce que j'ai constaté qu'on travaillait tellement fort à l'adolescence pour essayer d'amener des enfants à les remettre en possession de leurs moyens, alors que ça aurait été si simple de les stimuler au bon moment et de les soutenir au bon moment. Fait que je me suis comme beaucoup intéressé à la prévention, à l'agir tôt. Pour moi, c'est comme une occasion en or de pouvoir passer au suivant, faire bénéficier de mon expérience. Fait que ça a été une occasion, évidemment, je n'ai pas dit non. J'étais très content d'être sollicité. J'ai été invité puis j'ai accepté. Selon le dernier bilan des DPJ, on rapporte que les DPJ ont retenu 13 500 signalements pour des tout-petits âgés de 6 mois à 5 ans. Les principaux motifs de ces signalements-là, sont la négligence et les abus physiques. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te suscite comme réaction, ces données-là? Pour moi, c'est tellement essentiel. Là. Si un jour, ces 13 500 enfants-là, on pouvait réduire ça de moitié parce que la famille ou l'enfant, au moment où on a identifié qu'il y avait une fragilité ou un besoin, on s'est mis en frais de les soutenir, la famille, d'accompagner l'enfant, de lui offrir des occasions, de stimuler son développement. Je pense qu'on pourrait éviter des passages en protection de la jeunesse, qui sont des lois d'exception. Puis là, on sort l'artillerie lourde. Comment faire pour éviter qu'on ait besoin de se rendre là? Quand on en a besoin, ça le prend, mais comment éviter? C'est vraiment une grosse préoccupation de la Commission. Mais ça, c'est certain que je suis très heureuse d'entendre ça parce que, comme tu le sais, pour l'Observatoire des tout-petits, on est très préoccupé par la prévention, par le fait d'agir tôt. Évidemment, on était très, très heureux d'entendre parler de ces premières recommandations préliminaires qui sont sorties il y a quelques semaines. Quels sont les constats, finalement, qui ont mené au choix de ces recommandations-là? Tu sais, le mandat, là, au début de la Commission, il aurait pu porter que sur la protection de la jeunesse. Mais finalement, l'idée d'ajouter à ça le droit des enfants, donc d'élargir la réflexion, c'est pour tous les commissaires, là, c'est vraiment important. La meilleure façon d'améliorer la protection de la jeunesse, là, c'est de faire en sorte que les enfants n'aient pas besoin de s'y rendre. Alors, on a un actif au Québec, là. On a quand même des gens, on a des premières lignes, on a des services de garde, on a des programmes pour soutenir les mères qui sont les plus à risque, on a des organismes communautaires familles. Bref, là, on a un enjeu de mettre à contribution notre actif québécois. Puis quand tu parles des premières recommandations qu'on a faites, là, 4 sur 5 portaient sur la prévention. 4 sur 5 disaient qu'il faut redonner les lettres de noblesse au programme qu'on a mis en place. Tu sais, on ne réinvente pas la roue, là. On dit juste, refaisons correctement les ingrédients ou remettons en force les ingrédients qui peuvent faire une différence. Et ça, on n'a pas besoin d'une étude là, qui va nous mener, on n'a pas besoin d'étudier 8 mois de plus la pertinence de ça, ça a déjà été démontré. Ce qu'on constate, par exemple, c'est qu'on l'a affaibli. Alors là, ça presse d'agir. Pour arriver à atteindre cet objectif-là, on sent à travers les recommandations qu'il y a vraiment une reconnaissance de l'importance du travail de proximité. Total. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'importance qui est... Les mots-clés qu'on se fait dire, là, c'est « Hey! » Le changement, là, il vient quand on est accompagné. Il vient quand on a une personne qui prend un sens pour nous, qui établit une relation avec nous. Ça demande du temps, ça demande de l'intensité, ça demande de la continuité aussi. Ça se fait pas, on refait pas.
où on ne s'attaque pas à des problèmes de négligence grave auprès de certains parents. On ne travaille pas à soutenir les compétences parentales en un clic comme ça. Alors donc, ces ingrédients-là qui sont nécessaires à l'accompagnement, bien finalement, il s'en fait plus, il s'en fait moins, puis c'est ce qui crée la souffrance actuelle, puis les situations désastreuses, comme celle d'un enfant qui meurt à Granby. Alors, c'est un wake-up call que la commission entend. C'est vrai ce que tu dis, on a beaucoup entendu, ne serait-ce que dans les médias, la souffrance exprimée autant par des anciennes victimes, des jeunes, des parents, des adultes, mais aussi des intervenants. Donc, on se rend compte que c'est une situation finalement où il y a de la souffrance un peu partout, autant auprès de ceux qui essaient de venir en aide que de ceux qui souhaitent obtenir du soutien. Est-ce que tu peux nous parler concrètement quelle différence ça peut faire pour des tout-petits, le fait qu'on ait réussi à prévenir les situations de maltraitance? Je pense que Écoute, quand tu penses que même les économistes de nos jours sont rendus à dire qu'investir dans la petite enfance, là, c'est la meilleure façon de vaincre les inégalités sociales. Et en plus, c'est un geste sage au plan économique parce que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Juste au plan humain, qu'un enfant ou qu'une famille soit, par rapport à son développement, stimulé de la bonne façon, qu'on lui permette de développer son plein potentiel, de faire une entrée scolaire réussie, de diplômer. On sait que ce parcours-là, ça commence tôt dans le développement de l'enfant. C'est le premier maillon de la réussite éducative. Il se joue entre 0 et 5 ans. Il y a tout un enjeu là de dire c'est si facile de fournir la bonne stimulation au bon moment et d'éviter un parcours de rattrapage. Et en plus, ce qu'on sait, puis la recherche l'a démontré, ces gains-là qu'on fait au moment de la petite enfance, ils sont permanents. Alors, ça va bénéficier à cet enfant-là. La même chose qu'un parent à qui on accorde une capacité de développer davantage ses compétences parentales, ses habiletés parentales, il va pas les perdre après cet enfant-là, il va les générer pour d'autres enfants qu'il aura. Alors, ça fait tellement de sens, hein, au plan économique, au plan scientifique, au plan développemental, puis au simple parcours humanisme de la vie. Vous avez terminé les forums régionaux, vous avez commencé les audiences publiques en région, certaines villes restent encore à visiter. Donc, est-ce qu'il y a déjà des disparités qui ressortent de cette tournée en région? Il y a comme un état des lieux québécois. Après ça, il y a des sensibilités régionales, il y a des difficultés supplémentaires régionales. Chaque région peut avoir une couleur, mais sur le fond, là, les enjeux principaux, là, il y a quand même un dénominateur commun. Mais oui, c'est vrai que la Côte-Nord n'a pas la même réalité que l'Abitibi. Est-ce que tu peux expliciter un peu ces différences-là? Quand tu vas sur la Côte-Nord, puis que tu dis, écoute, maintenant, là, ce que les gens nous disaient sur la Côte-Nord, parce qu'on a fait notre visite régionale Côte-Nord, puis que les gens nous disent, tu sais, à Blanc-Sablon, puis tout ça, là, avant, on avait une équipe, on avait un noyau d'équipe. Maintenant, tout est mené par Sept-Îles ou Bécomo. Fait qu'on n'a plus personne sur place. Fait que l'incarnation, l'identité, la personnalisation, je le sais, je vais parler à Stéphanie, ça s'étiole, puis des fois, tu appelles, tu dis, je fais comme un peu le commun des mortels. À qui voulez-vous parler? Je vous mets en attente, votre clientèle est importante pour nous. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui te rend le plus fier jusqu'à présent quand on pense aux travaux accomplis par la Commission? Bien, il y a ce qui me rend le plus fier actuellement, puis il y a ce qui me rendrait le plus fier qui est lui, pas joué, là. Mais la commission, c'est 70 personnes et plus, là. C'est un travail, il y a toute une équipe de recherche, au-delà de 25 personnes, qui sont les gens qui préparent les témoignages, font des résumés, font des recherches, etc. C'est un travail extraordinaire, ça, puis c'est une machine que personne ne voit, là. Mais la vraie fierté, c'est que ce rapport-là n'aura pas été tabletté puis aura fait une différence pour les enfants au Québec. Moi, si tout ça se réalise, là, ça aura valu le 18 mois
que j'ai décidé d'investir après 50 ans de pratique avec beaucoup de fierté puis un grand bonheur, mais ça aurait valu la peine. Bien, merci beaucoup, André. Vraiment. Puis je te souhaite une très bonne poursuite de travaux. Tout le monde attend avec beaucoup d'impatience les prochaines recommandations, donc on va suivre ça de près. Soyez à l'écoute.